Alors on va là, avec nos invités, s'intéresser maintenant à la fabrique des villes et des villages et à ses évolutions en ces temps de transition. Pour animer l'échange, je vous laisse entre les mains de Patrick Henry, architecte urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville et auteur notamment du livre Pour un urbanisme des sols, publié en 2023 aux éditions Apogée. Merci beaucoup, Juliette, pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être ici et je remercie Grégoire Beauzulier pour son invitation et puis toutes ses équipes qui ont fait une préparation formidable pour cette biennale. Et donc, on va essayer de faire un exercice un peu particulier de la table ronde, mais qu'on va essayer d'articuler un peu d'une manière peut-être différente pour éviter une prise de parole trop descendante. Donc, voilà, le petit protocole que j'ai proposé aux trois invités que je vais présenter dans quelques instants, c'est de projeter quelques images sur lesquelles ces trois personnes vont réagir, et puis peut-être aussi vous-même, si vous en avez envie, peut-être de réagir très, très rapidement pour engager la discussion, et puis ensuite, dans un deuxième temps de l'échange, peut-être revenir sur leur parcours et sur comment elles envisagent de fabriquer autrement les villes et villages. Voilà. Et puis, le dernier temps traditionnel, je dirais, de questions-réponses pour essayer de tenir dans les délais. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table Marie Lefay, qui est économiste et urbaniste, diplômée à l'ESSEC et titulaire d'un master d'urbanisme de Sciences Po Paris. Marie, tu as travaillé une vingtaine d'années dans le secteur public et parapublic, entre autres à l'Agence nationale de rénovation urbaine, et puis à l'agglomération de Pau, Béarn, Pyrénées. Et puis tu as aussi été directrice générale déléguée des études à l'agence d'urbanisme de Lille. Et puis tu es aussi, et maintenant tu travailles en indépendante en France et à l'étranger. On a le plaisir d'être collègues à l'école d'architecture de Paris-Belleville, où on enseigne tous les deux dans une formation post-master, spécialisation sur les questions d'architecture et d'urbanisme, architecture du territoire. Et puis tu enseignes aussi à l'ESSEC dans la chaire économie urbaine et immobilier. Cathy Savouret, merci d'être là. Tu as été élue en 2020 dans l'équipe du maire écologiste Emmanuel Denis à Tours, et tu es adjointe au maire de Tours, donc déléguée à l'urbanisme, au grand projet urbain et à l'aménagement des espaces publics. Tu es aussi l'autrice, ou en tout cas la forte contributrice et la porteuse du référentiel pour un urbanisme écologique et solidaire, qui est un document qui a été réalisé avec l'agence d'urbanisme de Tours, dont tu es depuis mai 2023 la présidente. Tu as aussi, en plus d'être, avant d'avoir été d'être élu et d'avoir un mandat électoral à plein temps, tu as eu une activité de consultante en aménagement, en urbanisme et en coopération internationale. Et puis, juste le souligner, parce que ça a été évoqué en filigrane tout à l'heure, la question de la métropole jardin. Tu as eu un long compagnonnage avec Yves Dauge pendant 20 ans, je crois, sans vouloir rappeler les chiffres, qui est un des porteurs, un des auteurs que Christophe Luguel a évoqué tout à l'heure de ce concept de métropole jardin. Ça me paraissait important aussi de faire le lien avec Yves Dauge, qui est un grand personnage, ancien maire de Chinon, et qui a été un grand penseur des questions urbaines et territoriales. Et puis, Léo Pouliquin, je savais plus très bien, de l'atelier Bivouac. Tu es paysagiste, diplômé de l'ELSP Versailles, une autre bonne école de paysage, il y en a plusieurs, ici et Versailles. Tu as cofondé Bivouac. Non, fallait pas dire ça. Alors, moi je suis très content que tu sois là aussi, les deux, je suis très content que vous soyez là, et je suis très content que tu sois là parce que tu exerces le métier de paysagiste d'une manière singulière. On y reviendra sans doute tout à l'heure, avec des prises de position assez claires sur explorer les nouvelles manières de concevoir des projets d'espace public, avec des démarches d'immersion. Tu travailles beaucoup sur le rural, tu nous expliqueras peut-être aussi pourquoi tu as fait ce vous avez fait ce choix au sein du collectif Bivouac. Et puis une présence très forte sur le terrain, avec une attention, ça a été aussi évoqué tout à l'heure par Mathieu et Valérie sur la question du déjà là, qui est une notion extrêmement importante qui était chère. Donc,
voilà, je vais proposer une série d'images que je fais défiler ici, qui sont voilà, des supports pour la discussion que nous allons avoir pendant 1 heure maintenant. Une image évidemment du territoire lessois pour montrer un peu cette diversité du territoire, ce palimpseste, comme disait André Corbeau, du territoire, avec au premier plan le déverseur de la Bouillie, donc cet ouvrage de sauvegarde des crues, pour protéger les crues de la Loire, donc un ouvrage extrêmement important qui donne lieu actuellement à un énorme projet porté par Agripolis. Cette diversité de territoire, ce territoire contemporain qui est entre ville et nature, entre urbanisation et étalement urbain, on voit des pièces comme ça qui viennent s'agréger, se positionner, on voit les grandes emprises commerciales un petit peu là-haut, les grandes emprises industrielles, etc. La présence des infrastructures, bref, un territoire contemporain à partir duquel, déjà là, dont on parlait tout à l'heure, on va devoir imaginer les villes et villages de demain. Une autre image qui est issue d'une part, pour les 2 colonnes de gauche, du formidable Atlas des régions naturelles de Éric Tabouchy et Nelly Monnier, qui répertorie un certain nombre de situations d'architecture, pas uniquement au travers de la France, qui fait l'objet d'un site internet extrêmement documenté, et qui montre ces polytypes d'habitat produits par la modernité, dont parlait Valérie Jussot tout à l'heure, à savoir les grands ensembles d'un côté et les lotissements de l'autre, qui sont un peu les 2 grandes figures de cette modernité dont il a été beaucoup question dans l'introduction de la matinée, et qui sont finalement des modèles qui s'imposent, quels que soient les territoires, quelles que soient les situations, et peut-être c'est un héritage dont il faut qu'on parle ce matin, et à partir duquel on doit imaginer nos productions contemporaines, et puis une histoire de cette modernité qui continue avec un travail de Lucas Picardi qui a photographié en 2016 une série d'opérations urbaines en Europe et qui en montre malheureusement la grande similitude, la grande ressemblance de ces architectures qui se ponctuent et qui caractérisent ce qu'on a appelé un peu rapidement un urbanisme de ZAC. Je voulais aussi montrer cette image qui est prise aussi dans le territoire pas très loin d'ici, des zones d'activité économique et commerciale, dont on parlera peut-être plus particulièrement Marie, mais c'est un sujet exclusif, qui nous pose ces questions. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Est-ce que ce sont des territoires de projet? Est-ce que ces terres imperméabilisées, ces sols imperméabilisés sont des territoires de projet? Est-ce que le retour de la nature est envisageable aussi dans ces situations-là? Est-ce qu'on peut intensifier ces zones? Voilà, un paysage aussi assez normalisé, assez générique, qu'on retrouve un petit peu partout. Et puis cette question qui a aussi été évoquée des centres-villes, de la ville, de cette question, de l'hypothèse du retour de la nature en ville, pour des questions d'agrément, mais aussi des questions liées au réchauffement climatique et cette photo thermographique d'îlot de chaleur à Paris, où on voit très nettement que l'imperméabilisation d'une voie fait monter très fortement les températures. Mathieu parlait aussi ce matin pendant la canicule. Il est évident qu'au niveau des voiries, on avait des températures qui étaient quelques degrés, voire quelques dizaines de degrés plus élevés que l'atmosphère. Voilà, et puis dernière image, qui est aussi cette question qui parle de la périurbanité aussi, qui parle un peu de ces situations qu'on a beaucoup documentées lors des dernières élections sur cette espèce ce sentiment de relégation, cet isolement que produit cette ville périurbaine, périphérique. Quel espoir il y a derrière ça, quelles hypothèses on peut éventuellement aborder, quels enjeux démocratiques, écologiques et démocratiques ça pose. Je pense que c'est aussi dans ces termes-là qu'on peut éclairer le sujet. Et voilà, de voir comment cette ville du futur, ou ces villes et villages du futur peuvent peut-être aussi tirer parti de cette révolte qui a eu lieu, et d'autres qui ont suivi, et peut-être malheureusement d'autres qui vont venir, et comment on arrive à travailler avec toutes ces données et dimensions. Donc je livre ces photos et images à la pertinence de nos invités pour qu'ils donnent peut-être leur éclairage sur ces questions, et puis ensuite, si vous avez des réactions, n'hésitez surtout pas. Merci. Je me lance. Donc évidemment, il y aurait énormément de choses à dire sur l'ensemble de ces photos. Moi, je pense que ça suscite déjà beaucoup de réflexion aussi dans la salle, donc on vous laissera effectivement la parole après. Peut-être pour faire le lien avec l'introduction, la première chose que ça m'inspire, c'est qu'effectivement,
Il y a un besoin de produire de la ville différemment, mais il y a aussi un besoin de réintervenir sur ce qu'on a déjà produit. On voit sur certaines de ces photos qu'on est très très loin de la question des sols vivants, notamment quand on parle de certains secteurs, par exemple les zones d'activité. On voit qu'on a des problématiques aujourd'hui de mieux en mieux documentées et très concrètes sur un certain nombre de quartiers existants. Je vais passer rapidement dessus. Je pense que la plupart de vous les connaissent déjà. Effectivement, les îlots de chaleur, les problèmes d'écoulement de l'eau liés à des imperméabilisations massives. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais effectivement beaucoup travaillé sur les zones d'activité. On a quelquefois des zones qui dépassent les 100 hectares sur lesquelles on a des taux d'imperméabilisation qui frôlent les 100%. Donc on a cette question-là de réintervention. Et ça a été dit en introduction, le ZAN, qui pousse de plus en plus à intervenir sur les sols déjà urbanisés, voire en faire le modèle exclusif à venir de la production de la ville, est un exercice difficile qui appelle des modes de faire différents. L'une des premières difficultés, et c'est celle qui fait qu'on a encore autant d'incertitudes aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre de cette politique, il y a encore beaucoup d'inconnus. On a un objectif à 2030, un objectif à 2050, mais concrètement, qu'est-ce qui va être pris en compte dans le comptage qu'on va pouvoir faire? Alors, on ne sait pas, on a encore plus d'incertitudes avec les déclarations récentes qui ont pu être faites. Une question d'assouplissement du ZAN, c'est pas très bien Voilà, ce que ça veut dire. de quelque chose dont on ne sait pas exactement encore aujourd'hui comment on va le mettre en œuvre. Moi j'ai réalisé une étude avec des étudiants de l'ESSEC, qui est une école de commerce qui travaille sur les métiers de la ville, avec une chaire spécialisée sur cette question pour le compte de la SEC, qui est une filiale de la Banque des Territoires qui anime un réseau des aménageurs sur les surcoûts du ZAN dans les opérations d'aménagement. Alors, à opération équivalente, et je dis bien opération équivalente, si on prend en compte les mêmes postes et les mêmes périmètres, effectivement, intervenir en renouvellement urbain coûte plus cher. Si on isole les postes du renouvellement urbain, c'est évidemment un ordre de grandeur à prendre avec précaution. Je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à consulter l'étude qui est publique. On est aux alentours de 30%, c'est une moyenne, de surcoût liés aux postes en renouvellement urbain, donc la dépollution, la démolition, la remise en état des sols. Donc c'est un surcoût qui est non négligeable et qui demande effectivement de trouver des solutions pour pouvoir absorber ce surcoût. On est aussi, et notamment quand on a envie d'intervenir à la grande échelle, et ce qu'on voit sur ces photos, c'est qu'on a un certain nombre de questions par rapport aux sols vivants qui ne se posent pas forcément évidemment à l'échelle de l'îlot, voire même à l'échelle des projets tels qu'on a l'habitude de les concevoir, mais à la très grande échelle. Ça veut dire qu'on multiplie les intervenants dans des modèles, et si on prend la question par exemple des zones d'activité, où on a été sur des transferts au privé de la quasi-totalité des sols, privés de toute nature, des grands investisseurs, mais aussi des propriétaires occupants, parfois de toutes petites entreprises, voire même des propriétaires locaux qui, faute de pouvoir investir dans le marché de l'immobilier qui est devenu trop cher, investissent dans les zones d'activité en escomptant une montée des prix qui se matérialise généralement assez bien. Alors, face à ça, et ça a déjà été abordé aussi en introduction, il y a un certain nombre de défis qui demandent à revoir complètement les méthodes d'aménagement telles qu'elles sont pensées aujourd'hui. Mais il y a aussi des pistes qui sont très intéressantes, qui se dégagent assez vite. Je vais passer dessus rapidement, on aura l'occasion peut-être je pense d'abord que mes voisins vont compléter, puis on aura l'occasion d'y revenir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre les surcoûts et entre le déficit de l'opération. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. La question du contexte immobilier et la question du programme est bien plus importante que la question des surcoûts du ZAN. Ça, c'est la première piste. La deuxième chose, c'est que réintervenir n'est pas du tout contradictoire. On voit souvent la contrainte environnementale comme une contrainte supplémentaire. Au contraire, quand on commence à penser la réintervention, on a des opportunités pour améliorer les choses de façon très très importante et donner plus de place aux vivants. Puis, deux derniers points, c'est qu'on peut s'appuyer sur le déjà là, je n'irai pas plus loin, mais en tout cas on a des accroches sur ces sites qui paraissent si dégradés. On a souvent un certain nombre de pistes très intéressantes, et surtout on a la capacité à commencer à intégrer différemment dans l'équation des chiffres que jusqu'à maintenant on n'a pas du tout pris en compte. On voit les gilets jaunes sur un rond-point, il y a effectivement la question de la valorisation de l'impact social de nos modes d'urbanisation. Il y a la question de la valorisation environnementale, et notamment le coût de l'inaction, qu'aujourd'hui on n'interprète pas du tout. Et peut-être plus simple encore, on compare généralement des projets à des échelles qui sont toutes petites, et aujourd'hui on ne mesure pas du tout le coût de l'étalement urbain, qui souvent se décompose entre plusieurs intervenants et sur des durées qui sont très longues. C'est un contre-pensée de penser que l'étalement urbain ne coûte pas cher, alors que si on prend sa globalité, les surcoûts sont énormes. Cathy, est-ce que tu veux réagir? Je vais essayer de réagir peut-être en appuyant sur une autre photo, sur l'habitat. Celle-ci est forme urbaine.
Comme vous voyez là, on est confronté à ça, c'est-à-dire quand on voit cette photo, moi ce qui me marque, c'est la question du monochrome et de l'uniformité. C'est l'absence de vie en fait, mais tous les types de vie, c'est-à-dire, bien sûr, bien évidemment, les êtres vivants non humains, mais enfin les humains ils n'y sont pas non plus. Et donc comment on recrée, je rebondis par rapport à l'intervention de ce matin sur la question de la relation. Et ce qu'on voit, c'est toujours des oppositions frontales, en fait, dans toutes les photos. C'est-à-dire, et là sur l'habitat, c'est l'opposition pavillon, grands ensembles, mais il y a quand même d'autres formes d'habiter, dans tous les sens du terme, qui existent et qui pourraient exister sans tomber forcément dans cette opposition frontale entre les deux. Et puis moi, ça me pose la question, est-ce que ces formes urbaines, est-ce qu'elles sont adaptées au dérèglement climatique ? Et là, c'est quand même une grande question. Donc ça pose la question des parcours résidentiels, c'est-à-dire comment on offre à tout citoyen un parcours résidentiel, de la tiny house pour les plus démunis comme on a pu installer en plein centre-ville de Tours, au locatif, à l'habitat partagé, au collectif, à l'accession sociale, au BRS, enfin, comment on répond à toute la chaîne pour répondre à la diversité des parcours des uns et des autres. Comment on répond à cette question de l'amabilité, et moi c'est quelque chose, enfin, dans notre référentiel, la notion de ville aimable, et pour moi l'amabilité, on va retomber sur les mêmes notions, c'est-à-dire comment on prend en compte le déjà là. Et le déjà là, bien sûr, c'est les habitants déjà là, c'est-à-dire comment, quand on fait du renouvellement urbain, on recrée un petit morceau de ville, comment on tient compte des habitants déjà présents pour qu'eux n'aient pas le sentiment de déclassement. Alors, ils vous le disent, hein. Oui, non, mais ma maison va perdre de la valeur, mon appartement, je ne vais plus avoir de vue, je serai moins ensoleillé, etc., etc. Mais cette notion de déclassement, et on le voit bien dans les votes qu'on a pu avoir aux dernières élections, cette question du déclassement, ça nourrit aussi une certaine forme de populisme, c'est peut-être même le moteur principal. C'est bien sûr prendre en compte les êtres vivants non humains, parce qu'on n'est pas tout seul, même en ville, même dans le secteur sauvegardé de Tours, où on a des parcelles à 100% construites, il y a des oiseaux, il y a du végétal, il y a des micro-organismes dans les sols, etc., etc. Et puis bien sûr, c'est tenir compte du cadre bâti, c'est-à-dire comment on revient à un urbanisme, une architecture contextuelle, en fait, qu'on n'aurait jamais dû quitter. Donc c'est la question de la réparation, de la douceur. Et nous, quand on est arrivé, alors ça a du mal à passer. Nous, on a dit aux habitants, c'est un mandat de la réparation. Ça ne fait pas rêver. Je suis d'accord. Il va falloir qu'on invente un nouveau récit par rapport à ça. Parce qu'on est toujours dans cet imaginaire de l'attractivité. Et là, je rebondis par rapport à l'intervenante précédente. Donc quand vous arrivez avec un mandat de la réparation, forcément, ça coince. Et puis, c'est tenir compte, bien sûr, de l'usage, de la qualité de l'habiter. Et quand je parle de qualité d'habiter, c'est pas que le logement, c'est la qualité d'habiter des bureaux. Parce que souvent, on vous dit, quand vous avez une parcelle qui se libère le long de l'autoroute A10 à Tours, on dit, bon, on va mettre des bureaux. C'est quand même pas très court. Hein. Les gens, ils passent 8 heures par jour, quand même, dans leur bureau. Ils ont peut-être envie de pouvoir ouvrir leur fenêtre aussi. Donc voilà, comment on revient à cette qualité de l'usage, la qualité de l'habiter. Et donc ça repose la question ça pose aussi la question de comment on adapte nos logements au dérèglement climatique. Donc comment on revient à une architecture et j'ai presque envie de dire d'abord à un urbanisme et après une architecture bioclimatique que faisaient très bien tous les anciens, aussi bien la mobilier que le village. Et comment on recrée de la relation. Parce qu'entre parenthèses, il peut ne pas y avoir plus de relations
dans les villes, enfin dans les villages que dans les villes. Il faut arrêter de mythifier les villages. Vous avez des villages de 250 habitants, il n'y a aucune relation. Chacun est chez soi, de toute façon il n'y a plus rien pour se retrouver, et les gens sont sur leur numérique et sont des urbains dans leur comportement, voire même pire que les urbains. Parce que moi, chez les urbains, comme les appartements sont petits, on essaye quand même de mettre de l'espace public et des lieux de rencontre. Donc attention à ne pas mythifier les villages. Tu lances un premier élément de débat, mais peut-être avant de prolonger, laisser la parole à Léo, peut-être le lien justement au village, territoire sur lequel on voit qu'intervient principalement, peut-être une réaction aussi à ces images. Oui. Ouais. Moi, je voulais juste avant, peut-être avant d'arriver à la question des villages et aussi de la question des moyens pour transformer les espaces, pour faire des espaces de sociabilité, y compris de faire du processus de projet un temps de recomposition d'un lien social. Je vais peut-être rebondir sur la question de la réparation et de revenir sur l'image du but. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi pas mal à l'adresse de tous les étudiants en paysage ici. Je trouve que c'est vraiment un formidable espace de projet. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour réparer des espaces comme ça, c'est aussi, en fait, avec des moyens très simples, on peut retrouver des nouveaux horizons, des horizons qui sont désirables. Parce que le fait de retrouver des perméabilités dans ces sols, de les découper, de rebrasser le sol, de l'amender, de le planter, c'est pas du tout des choses qui coûtent cher. C'est pas, on peut revenir sur des choses très low-tech qui permettent justement de retrouver des nouvelles géométries dans l'espace, une nouvelle visibilité et de créer justement cette échelle intermédiaire qui n'existe plus entre le sol et le ciel, qui est complètement accaparée par la hauteur de ces bâtiments. Et que là, on arrive à donner peut-être une primauté au vivant qui vient s'intercaler justement entre le ciel et tous ces éléments. Et peut-être aussi permettre de créer plus tard des contextes pour rendre ces zones favorables à de l'habitat aussi. Donc je pense que voilà, je crois vraiment que ce sont des beaux espaces de projet, de transformation et finalement qu'on peut atteindre assez facilement une fois que la question de l'appartenance du foncier est réglée, bien sûr. Mais pour revenir sur la question pourquoi est-ce que je parle de ces moyens de transformer, de recomposer par le vivant ces espaces, c'est que nous, à l'Atelier Bivouac, on intervient principalement dans des contextes ruraux, dans des communes en général de moins de 3000 habitants, souvent des petites communes jusqu'à 300 habitants, et on a peu de moyens, et que un des moyens de recomposition, je ne parlerai pas de la méthode autour de la participation, concertation ou association, mais une des façons simples pour nous, qui avons peu de budget pour transformer ces espaces, c'est de retrouver des perméabilités et de retrouver une distribution de l'espace par le vivant pour redonner des espaces de socialisation. Bien sûr, la question de la voiture, elle est omniprésente. C'est d'ailleurs, quand on se met à bosser sur les transformations de places de village dans des traits de c'est dur. C'est 70% des questions tournent autour de la place de la voiture. Et des fois, on a juste envie de changer de métier. Mais c'est un truc qui est vraiment ultra présent et en tout cas je parlais de ces outils parce que quand on a peu de moyens et qu'on met du temps, de l'argent surtout sur de la présence, être là pour accompagner, pour fédérer autour d'un projet, et on a aussi moins d'argent pour transformer et donc on trouve des façons de transformer qui sont très économiques. La façon de découper, de l'enrober, de rebrasser, de retrouver une fertilité des sols pour pouvoir retrouver justement la présence du vivant, etc. Et voilà, donc c'est des choses qu'on peut mettre en place, y compris en travaillant en régie, comme on fait, parce que nous on travaille en général avec les compétences qui sont à l'œuvre dans la commune. Donc voilà, je trouve que et tout en pouvant, là peut-être sur le rapport pour les concepteurs,
en gardant quand même une grande liberté pour jouer sur des aspects formels de la géométrie et de retrouver un sens et vraiment de structurer voilà, ces questions d'horizon. Tu voulais réagir, Cathy? Oui, je voulais réagir sur sur la renaturation. Il faut absolument qu'on arrive à renaturer nos villes. Mais il faut aussi qu'on fasse attention. Là, je parle d'une ville-centre où il y en a quand même 140 000 habitants, donc ça fait du monde sur un petit territoire. Il y a peut-être des lieux qu'il ne faut pas renaturer. Je m'explique. Un parking de supermarché. C'est peut-être intéressant de garder un parking, mais avec des usages différents. On a eu ce week-end un festival de musique qui s'est déroulé sur, forcément quand on veut faire un festival de musique, et puis on a envie que les gens soient à l'ombre, que c'est sympa et tout, ça s'est déroulé sur un des jardins de la ville de Tours, le long de la Loire. À part qu'il n'avait plu. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un terrain totalement défoncé, des ornières partout. On a des problèmes de surfréquentation de nos jardins publics. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, c'est bien de redonner aux habitants l'usage des pelouses. Ça part d'une bonne intention. À part qu'au bout de 10 ans de piétinement de nos pelouses, on se retrouve avec des arbres, avec des problèmes de piétinement au niveau des racines, et donc des arbres qui sont en train de mourir, en fait, tout simplement. Donc là, on est en train de réfléchir à une remise un retour en arrière, où on va redéfinir dans nos jardins publics des zones où on ne pourra pas les permettre aux habitants d'y accéder, parce que sinon, on perd notre canopée dans ces jardins publics auxquels tout le monde est attaché. Et je ne vous dis pas, quand il faut couper des cèdres qui ont 150 ans, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on les coupe. Donc voilà, donc, je pense qu'il faut un peu plus d'agilité aujourd'hui, pas retomber... il faut vraiment qu'on se pose la question de comment on vit ensemble, être vivant, humain, non humain. Et il va falloir aussi que nous, humains, on accepte, même en ville, d'avoir des lieux où on va interdire l'accès aux humains. Parce que sinon, cette biodiversité et cette nature en ville, elle sera encore factice. Et donc nous, on est en train de réfléchir à se dire, est-ce que dans les quartiers, quels sont les lieux qu'il faut renaturer et quels sont les lieux où on va laisser ces fameux parkings. Mais par contre, comment on peut passer, parce que c'est des parkings privés, les supermarchés, comment on passe des conventions avec eux pour que le soir, les dimanches, les jours de fermeture, on puisse avoir la nuit d'autres usages que ceux auxquels ils sont faits. Voilà, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis en complément de la première prise de parole, c'est presque une autre manière de concevoir le projet. C'est-à-dire que c'est vraiment plus du tout le projet comme un grand geste qui s'imposerait comme quelque chose d'immuable, mais quelque chose qui joue plus des temporalités, d'une part, parce que tu parles du jour, de la nuit, tu parles des usages, tu parles d'un certain nombre de choses, et puis aussi vous parlez de tout et tout, vous avez parlé de la réparation, mais c'est aussi la question de la gestion. J'ai l'impression qu'on rentre aussi dans peut-être que la ville de demain, c'est aussi le village de demain, c'est aussi un village dont la transformation se fait sur la durée, aussi au travers de la gestion. Je crois que Livois, vous êtes aussi beaucoup sur cette question de l'entretien, le suivi de vos projets. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça d'extrêmement important dans la commande politique, dans la commande technique et dans la réponse des concepteurs sur ces sujets-là. Sur la question de la gestion et du retour, je pense que en tant que concepteur, justement, ce qu'on aimerait, vers ce qu'on aimerait aller, c'est justement d'avoir peut-être plutôt des contrats sur 10 ans qui permettent de faire du suivi, de faire évoluer surtout les choses, de ne pas faire tout, de ne pas livrer un espace, d'avoir plutôt une attitude jardinière et du coup d'avoir la capacité à la faire évoluer, à corriger, à déplacer, voilà, et je pense que voilà, c'est aussi de changer de temporalité
Et derrière ça, c'est encore sur comment est-ce que les concepteurs sont, c'est une autre question, mais sur comment les concepteurs sont rémunérés. Les concepteurs, ils sont rémunérés habituellement, donc bon, nous on a pris un pas de côté, mais sur un pourcentage du montant des travaux qui semble complètement ahurissant, contradictoire avec tout ce qu'on alors que la question de mettre de l'humain et de faire et de refaire et de corriger et avec des façons, avec des manières parfois simples, je pense qu'on s'y retrouve et voilà, donc de se transformer plus en développer une attitude jardinière et accepter ça ne veut pas dire de ne pas poser des lignes fortes dans un projet, mais de pas tout définir. Mais quand on parle de paysage, il y a toujours des lignes fortes qui sous-tendent les paysages, et ça, je pense qu'il faut garder. C'est pas nier des fois la nécessité d'un geste fort, d'avoir quelque chose qui structure vraiment l'espace, mais derrière, c'est dans sa réalisation, dans sa mise en place, d'avoir plus une attitude peut-être plus légère et adaptable, justement. Tu voulais dire quelque chose, peut-être sur la salle, il y a déjà à ce stade des réactions. C'est de tenir le délai, mais je trouve c'est intéressant de vous intervenir. Bonjour, Adrienne Barthélémy, architecte des bâtiments de France. La photo m'allait très bien. Je crois qu'on est tous convaincus qu'effectivement c'est des lieux de projet, ces grandes zones d'activité avec un énorme potentiel de requalification, réparation, investissement, réappropriation. Mais la question qu'il faut se poser avec mes voisins, c'est comment donner l'envie à But, qui veut surtout que son enseigne soit très visible, de faire autre chose de ce parking. C'est-à-dire, certes, il y a des possibilités de projet, mais comment donner l'envie du projet? Marie, tu peux... C'est le sens du métier qu'on a mené avec une agence de concepteurs, avec l'atelier Georges pour le compte de la Banque des Territoires, d'essayer d'avoir une méthodologie justement de requalification de ces zones d'activité. Donc c'est un début, ça n'a pas la prétention d'avoir trouvé évidemment la clé pour ça. L'idée c'était d'aller regarder au plus près du terrain avec un échantillon dans des contextes très différents, urbain, rural, en déprise, en très fort développement. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel d'optimisation et de requalification au sens large? Les deux parties pris sur lesquelles on s'est appuyé, c'est d'abord de ne pas détruire de mètres carrés de foncier économique. Alors, on a quand même des élus qui sont hyper sous pression, réelle ou ressentie, par rapport au fait d'avoir toujours du foncier économique à disposition, notamment pour le tissu local, enfin en tout cas sur les territoires sur lesquels on a travaillé. Et c'est vrai, quand on regarde les prix, on est sur des prix qui sont très faibles souvent par rapport au marché immobilier à côté de ces zones d'activité. Le deuxième parti pris, c'était d'essayer d'avoir, alors on ne s'interdisait évidemment pas du tout, de coupler cette optimisation majoritairement orientée vers du foncier économique, mais dans lequel on pouvait avoir des ouvertures en termes de programmation quand le contexte urbain était favorable. Une zone d'activité complètement insérée dans l'urbain, une zone d'activité en bord d'autoroute, ne se prête pas du tout aux mêmes évolutions programmatiques, sachant que ce qu'on a constaté dans la plupart d'entre elles, c'est une programmation à l'opportunité, dans laquelle on retrouve de tout, de l'activité, du commerce, du tertiaire, parfois même du logement. Donc, et le deuxième parti pris, c'était d'avoir des scénarios les plus crédibles possibles. Donc, je rebondis sur ce que disait Léo, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des principes d'aménagement qui soient très basiques, très simples, mais qui permettent d'avoir des sauts qualitatifs, et autant que possible d'éviter la réacquisition et de la démolition-reconstruction. Donc, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'activité dans lesquelles on a encore des fonciers publics, des zones d'activité dans lesquelles on a des délaissés d'infrastructures très importants sur lesquels on pourrait réintervenir. Après, il y a un gaspillage foncier massif à l'échelle de la parcelle dans certaines d'entre elles, mais quand je dis massif, c'est massif. On a vu des zones d'activité dans lesquelles on a des parcelles qui sont 3 fois, 4 fois, 5 fois la taille nécessaire pour l'activité, dans lesquelles on a une prairie devant, une prairie derrière, avec des moutons sur le site pour entretenir les abords du local d'activité. Alors c'est pas vrai partout, mais ça existe. Et alors là, évidemment, le potentiel, il est basé sur une négociation avec les propriétaires qui va être extrêmement difficile. Et ce que vous soulevez sur But, on l'a vu notamment dans une zone où la ville a un projet de requalification qui n'empêche pas l'activité d'un centre commercial. Et le centre commercial refuse catégoriquement de mettre en œuvre le projet qui existe pourtant depuis une dizaine d'années. Donc ça plaide d'abord pour une vraie anticipation et pour un changement de méthode, parce qu'il y a beaucoup de zones d'activité qui sont encore en
en cours de commercialisation et en cours d'aménagement. Donc ça plaide vraiment pour un changement le plus rapide possible de la façon dont ces zones se sont aménagées, notamment dans le découpage parcellaire, notamment dans l'implantation des bâtiments, notamment dans la nature des bâtiments qui s'implantent, notamment dans la mutualisation possible de certains types de stationnement. Et ça plaide aussi par des modalités de rétention de la propriété différentes d'un simple transfert au privé. Alors ça peut prendre énormément de formes, des baux spécifiques, il y a des départements qui réfléchissent aujourd'hui à cette question-là, ça pose la question foncière, enfin il y a toute une série, mais c'est vrai que on est dans une situation où il ne faut pas être naïf, il y a des propriétaires qui sera très très difficile de convaincre. Parmi les pistes très rapidement qu'on a évoquées aussi dans le cadre de cette étude, il y avait le fait de se dire il faut peut-être avoir une stratégie de convaincre ceux qui sont une stratégie différenciée par rapport aux propriétaires et d'essayer de faire la démonstration avec ceux qui sont prêts à y aller, que ça ne nuit pas à leur activité, que c'est possible et que ça peut bénéficier. On parlait tout à l'heure du bien-être des salariés. On a des zones qui sont extrêmement déqualifiées et qui sont... pour moi, c'est très problématique de se dire qu'on a des gens qui travaillent plusieurs heures par jour dans ce type d'environnement. La maîtrise du foncier va être fondamentale parce que le ZAN est accusé de tous les maux. Là, on a entendu le discours politique général du Premier ministre qui dit qu'il faut l'assouplir parce que ça serait la cause de ne pas pouvoir construire. Or, on s'aperçoit, au travers de ce que tu dis, il y a un foncier qui existe, il faut juste aller chercher autrement, avec d'autres outils. Il faudra les deux. Il faudra la maîtrise du foncier autant que possible, l'anticiper pour la suite, mais il faudra aussi développer des capacités de négociation qui, aujourd'hui, sont très très peu présentes dans le rapport qu'entretiennent les collectivités locales avec le secteur privé. Mais là, je me tourne vers Cathy, parce que c'est aussi la question de la position des élus par rapport à ça. Alors nous, ça y est, on le vit, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, toutes ces boîtes à chaussures, elles sont détenues par des foncières. Des foncières d'hypermarché, où le modèle est en train de se casser la figure. Et donc, ça y est, ils ont compris, en tout cas en ville, dans les centres urbains, comme on peut avoir tour, qui sont assis sur des tas d'or. Eh oui. Et qui vont pouvoir faire la place. On ne sort pas de l'hypermodernité dans les mais c'est la réalité, nous, on est confrontés à ça. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que, voilà, ça fait que 4 ans que je suis élue, et ça y est, je le vis. Donc je vais vous donner un petit exemple, sans faire de pub pour une foncière en particulier. Mais il se trouve que à Tours-Nord, on a une zone commerciale, dont avec un... Alors vous allez m'excuser, mais voilà, c'est la foncière Etixia en lien avec Kiabi. Dont le modèle est en déroute. C'est-à-dire que du fait de la vente à Internet, qui se développe, merci Amazon et autres, en fait, ils n'ont plus besoin d'autant de mètres carrés. Et ils sont en train de faire évoluer leur modèle en showroom. En gros, vous venez faire une expérience en essayant des habits. Non mais c'est ça. Non mais franchement, ils vous vendent comme ça. Vous venez faire une expérience en essayant des habits que vous allez commander et vous serez livré, vous ne les avez pas dans le magasin. D'accord? En gros, c'est de plus en plus ça. Donc, ils sont venus nous voir en disant, nous, voilà, sur notre foncier, on veut vous proposer un projet urbain. Et dans ce projet urbain, j'ai tout. J'ai du logement, j'ai la relocalisation de mon fameux Kiabi, mais au lieu d'être un rez-de-chaussée, c'est là où je vais vous étonner, ils acceptent d'être à l'étage. Ouais, voilà, donc c'est ça leur objectif. Et donc ça veut dire qu'au-dessus, il y a des bureaux, où il peut y avoir des logements, ou en dessous, où il peut y avoir du parking. Type une enseigne aussi qu'on connaît bien, qui est partout. Vous avez certainement bleu et jaune. Vous gardez en dessous et vous montez à l'étage. Voilà, ce modèle-là, il commence à imprégner. Et où on aura à la fois de l'accession sociale, du logement locatif. Je leur ai demandé quand même de nous rétrocéder. Enfin, on va la payer parce que c'est peut-être de la rétrocession gratuite, mais un peu relativement limitée. Une parcelle de 1500 m² pour un jour pouvoir positionner un équipement, qui pourrait être un gymnase, ou qui pourrait être je ne sais pas quoi, mais parce que nous, il faut qu'on récupère du foncier, et où on va avoir des bureaux, de l'artisanat, et une halle gourmande, enfin on a tout. Hein. D'accord? Mais c'est bien, parce que ça crée un nouveau quartier. Et l'hypermarché qui est à côté, qui est notre enseigne, avec son Auchan, avec son grand supermarché, voilà, parce qu'on les a tous, hein.
lui est en train de nous dire, mais moi je suis en train de redevenir un épicier. Parce que comme tous les abords se renouvellent, se densifient, non mais ils vous le disent, avec du logement. Je ne veux pas que tu le dises. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que les habitants viennent tous les jours dans son hypermarché. D'accord? Tous les jours. Pour acheter son café, sa tablette de beurre. Et pourquoi? Beaucoup sont des retraités. Et c'est le lieu où les gens viennent se rencontrer. C'est là où ils voient leurs voisins. Et quand un supermarché vous dit qu'une partie de son chiffre d'affaires aujourd'hui, ce n'est plus le modèle de la personne qui vient avec son caddie une fois par mois pour faire course, mais qu'une grosse partie de son chiffre d'affaires, c'est l'habitant du quartier qui vient tous les jours, ça interpelle quand même en tant qu'élu. Donc moi je pense qu'il y a un mouvement, et Tours, je pense qu'on est un peu précurseur de ça, non pas parce que c'est la ville de Tours, mais parce qu'on est la bonne taille et que autour de nous, on est la distance et qu'autour de nous, ça se densifie. Donc je pense qu'on a ça, mais ça pose la question fondamentale de qui maîtrise le foncier. Et quel est le rapport de force que l'on met en place entre nous élus, surtout quand vous êtes dans une ville super endettée comme on peut l'être, qui n'a absolument pas les moyens, moi je n'ai pas les moyens de planter. Alors là, on a créé un EPFL, voilà. Et là, par exemple, l'ATU s'est fait confier grâce à des crédits de la NCT. On a été candidat et on a été retenu, mais merci à l'agence d'urbanisme. Donc, va travailler sur le renouvellement urbain, à la fois sur Tours, des zones commerciales, et sur Chambray-les-Tours. On va pouvoir se poser ces questions-là. Et ça va vouloir dire maîtriser le foncier. Mais je peux vous assurer que les fonciers, alors je ne parle pas, en tout cas, dans les centres urbains et dans les villes-centres, ça y est, les fonciers ont compris qu'ils avaient de l'or sous les pieds et que c'était une façon de se refaire. Marie, tu voulais compléter? Merci. Et puis peut-être après, je voudrais repasser la parole à Léo sur le Je sujet. vais vous dire sur la dernière phrase que pour avoir travaillé à Lille, j'ai vu un certain nombre d'opérateurs commerciaux sur site. Ils ont effectivement de l'or massif en centre-ville. Ils ont aussi des centres qui valent un peu moins cher. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention à, justement, en termes de capacité de négociation, avoir une négociation globale, pour pas que la puissance publique se retrouve à terme avec de gigantesques friches commerciales, en ayant par ailleurs autorisé des opérations extrêmement rentables dans des contextes urbains beaucoup plus favorables. La deuxième chose, c'est qu'en tout cas, il y a quelques années, quand je travaillais avec eux, ils arrivaient avec des projets d'ensemble sur des zones qui sont gigantesques, sur des projets de 80-100 hectares, et en fait ça ne tient pas vraiment la route. Donc cette idée d'avoir un séquençage dans le temps, on parlait tout à l'heure d'intervention modeste, commencer à faire des démonstrations dans un premier temps, au lieu de se lancer dans un projet pharaonique, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. Et la dernière chose, c'est que ça c'est vrai pour les zones commerciales, en revanche pour les zones d'activité, on est sur une propriété très éclatée. Donc cette question de la maîtrise foncière avec des moyens très limités, et cette question d'anticipation, elle reste très très importante pour les zones dans lesquelles on n'a pas la chance, d'une certaine manière, d'avoir en face un opérateur unique avec lequel on peut rentrer dans des négociations gagnantes potentiellement pour les deux parties. Alors, avant peut-être de relancer, juste deux mots, une réaction dans la salle, mais laissez les échapper. On a évoqué le BRS, le bail réel solidaire pour le logement, où on déconnecte la propriété du foncier, foncière avec le logement, pour éviter la spéculation et permettre toujours aux primo-accédants de pouvoir accéder à la propriété. Il faut qu'on invente la même chose dans nos zones d'activité. Parce que sinon, le risque, c'est quoi? C'est que c'est encore la puissance publique qui va acheter, qui va restructurer le foncier, pour après revendre, mais on recommencera dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, voilà, comment on arrive, en fait, à la puissance publique à reprendre la main par rapport à un système financier qui se tourne de plus en plus quand même vers les fonds de pension, parce que là, avec la crise de l'immobilier, ce qu'on est en train d'assister, enfin nous on le vit, c'est la disparition des promoteurs immobiliers, locaux, voire nationaux, voire par exemple des gens comme Nexity, qui était une émanation de la CDC, le plan de licenciement qu'il y a eu. CDC, Caisse des dépôts. Ouais, Caisse des dépôts et consignations, excusez-moi, on parle tous par acronyme. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est les fonds de pension, c'est les assureurs.
Donc ça va être encore plus dur pour nous pour lutter. Je vais passer la parole à Oui, je reprends la parole, pardon. Je suis entièrement d'accord avec ma collègue de Tours, à une exception près, il ne faudrait pas introduire une mauvaise perception. Oui, les foncières commerciales sont assises sur des tas d'or, ils ont conscience qu'avec le ZAN, le foncier allait être de plus en plus rare et de plus en plus cher, mais il ne faudrait pas généraliser ça à l'ensemble des acteurs économiques. Parce que ce que je constate, c'est qu'en réalité, et j'ai deux exemples récents sur doigt très intéressants, le monde industriel n'a pas du tout pris conscience de la valeur du foncier. Quand ils voulaient faire une usine, un centre de production, en gros, ils avaient besoin de 10, 20 000 mètres carrés, ils en achetaient 50 000, autour on mettait du gazon, et puis hop, ça restait un peu comme les lotissements. Et là, aujourd'hui, ils sont toujours dans cette logique. Je vais vous donner deux exemples. On a une négociation très très dure à Blois avec Carambar, qui possède la marque Poulain. Et ils ont à peu près 30 000 entreprises à Andros, je ne rentre pas dans les détails, mais ils avaient commencé à faire une vente à la découpe de leur foncier. On a pris une délibération pour faire jouer notre droit de préemption à l'agglomération de Blois, ça les a bien embêtés, et le PDG de Carambar, il m'a appelé, il me dit « Bon, ben, vous avez vu, on a transmis à Andros, donc c'est réglé, vous allez lever votre droit de préemption. » Je lui dis « Non, non, non. Notre droit de préemption qu'on a fait jouer, c'était pour deux raisons. D'abord, effectivement, pour réintroduire dans la négociation et peser sur la négociation globale de la stratégie industrielle. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, comme les foncières, je lui ai dit, le foncier est de plus en plus rare et de plus en plus cher, donc je veux ces terrains. Et il n'a pas compris ce que je lui disais. Il dit « Ah oui, mais je comprends pas, mais c'est pas grave. » Ah ben oui, évidemment, parce qu'il va inscrire 22 millions de terres puisqu'il transmet le terrain à Andros, et il espérait revendre les 2 millions à la découpe. Et je lui dis « Non, on fera jouer notre droit de préemption jusqu'au bout. » Et il nous a écrit il y a 2 jours pour dire finalement je retire ma vente. Et c'est un exemple qui est très intéressant parce que les groupes industriels n'ont pas la culture du foncier. Et le deuxième exemple qui a 2 jours, Eurovia avait un centre de production d'enrobés très important dans une commune du sud de l'agglomération. Le directeur commercial est venu pour nous dire « Ouais, c'est pollué, mais on va s'en occuper, puis bon, on est prêt à vous le vendre. » À l'ancienne, j'allais dire, comme dans les années 70, 80, où ça n'avait pas de valeur, et où on faisait un petit peu un clin d'œil aux élus en leur disant « Ouais, t'inquiète pas, on va te régler le problème. » Et là où nous sommes de très nombreux élus à vouloir réindustrialiser le pays, si nous ne maîtrisons pas le foncier, cette désindustrialisation, elle continuera. J'ai participé dans le cadre des rendez-vous de l'histoire à un débat, vous savez, avec ces grands économistes qui trustent les plateaux télé, Patrick Artus, Elie Cohen, qui sont très intéressants par ailleurs. Et à un moment donné, je voyais bien que sur la question du foncier, on ne parlait pas de la même chose. Eux, ils parlaient stratégie internationale, la Chine, l'Inde, et ils donnaient la sensation que finalement on allait faire les usines dans le cloud. Mais non, les usines, elles ne sont pas dans le cloud, elles sont dans le foncier. Donc voilà, entièrement d'accord avec ton propos sur les foncières, mais attention, le monde industriel n'est pas prêt, alors ils vont aller très vite, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt à comprendre la spécificité de l'accès au foncier. La question foncière, elle est effectivement très importante. On voit vite qu'on rentre dans un débat extrêmement technique, politico-économique et extrêmement difficile. C'est tout à fait logique. Moi, je voulais juste, parce que je vois le temps passer, et peut-être aussi laisser un temps d'échange avec la salle, qu'on revienne peut-être au sujet peut-être de la question de la nature et des méthodes, parce qu'on s'est un peu éloigné, même si on sent bien que tout ça est très très lié. Moi, je voulais juste revenir sur le travail de Bivouac, sur la question justement de ce pas de côté que vous avez opéré en quittant les centres-villes. Si je le résume très rapidement, tu me corrigeras, pour aller travailler dans les territoires plus ruraux, au contact direct des élus, avec des pratiques plus directes, voilà, d'intervention. Mais qu'est-ce que finalement ça nous apprend? Ça pourrait nous apprendre d'intervenir justement sur des territoires moins ruraux, plus urbains, plus denses, etc. Est-ce que tu vois tu as commencé à esquisser des réponses tout à l'heure, est-ce que tu peux compléter? Peut-être pour raconter pourquoi est-ce qu'on bosse en milieu rural. C'était déjà parce qu'on vient presque tous de territoires ruraux et on vit dans des territoires ruraux. Il y a plein de boulot pour les paysagistes, pour les architectes. Et qu'en fait, on a travaillé avec une grande métropole. Et c'était fatigant. Et
on avait eu le sens de... en fait, on n'avait pas d'élus en face de nous. On avait certains techniciens qui se rendaient à la balle et en fait, on n'avançait pas et on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent mis autour d'une pseudo-concertation. Donc voilà, pour des questions morales et tout, on a dit plus jamais. Et du coup, on est parti, on a continué nos travaux en milieu rural où il n'y avait pas d'argent pour faire de la pseudo-concertation. Et il y avait un rapport vraiment direct avec les élus et aussi une façon de faire, d'accepter des façons de faire très simples on faisait vraiment une équipe qui permet de se dire on teste ça, on dit oui, et là en quelques minutes on se met d'accord pour tester des choses. On avait ce truc même en plein chantier, on dit ah ben non, finalement c'est vrai que comme ça marche pas trop bien, bah tiens on change ça comme ça, on se voit, tout est très souple, on se rend compte qu'il manque de la terre, voilà, il y a le maire qui appelle l'agriculteur du coin qui a stocké tant de mètres cubes de terre au fond d'un champ. Voilà, le truc il arrive, il y a une souplesse et, qui reste dans une sorte de légèreté et dans le coup de main et on trouve toujours des solutions pour glaner des matériaux. Il y a aussi ce truc de on fait équipe et tout le monde reste assez ouvert sur les évolutions possibles, sur trouver des matériaux pour faire le projet, et voilà, il y a cette réactivité. Mais le fait d'être vraiment directement avec les élus, et voilà, comme c'est des petites équipes et que nous aussi on est une toute petite équipe, on arrive assez facilement à être tous ensemble avec des groupes d'habitants. On a les élus en même temps et les services techniques et voilà, et ça donne une souplesse et qui s'accorde surtout quand on a peu de moyens, où on en a besoin quand on a peu de moyens d'être réactif et souple. Donc, mais après sur la question de la transposition à d'autres échelles, nous on n'a pas du tout cette une fois une expérience en métropole, mais donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur nos capacités à transposer des modèles et que aussi à une méthode, c'est clair, c'est pour ça qu'on s'associe aussi avec des bureaux d'études de paysage qui sont en capacité de mener des travaux de plus grande envergure, etc. Mais donc je ne sais pas trop comment arriver à transposer ça sur ces modes de faire, mais en tout cas la question de... Il y a une question d'échelle de projet d'une part, et puis de rapport direct avec une maîtrise d'ouvrage qui est plus politique d'une certaine façon et moins technique. Si je le dis rapidement, ça pourrait ressembler à ça aussi. Et la question de la souplesse de la commande en fait, de dire de surtout pas trop l'écrire pour aussi se laisser surprendre de ce qu'il y a de bien. Et ça, d'un projet où la mairie, les élus étaient sûrs qu'il y avait une étude d'un CAUE sur l'ensemble des espaces publics, et puis la mairie s'est dit faut commencer par là. Et on leur a dit est-ce que ça vous dit qu'on voit avec les habitants si c'est vraiment l'espace prioritaire? Ils ont accepté que potentiellement l'espace par lequel ils allaient commencer, ça n'allait pas être celui sur lequel ils avaient misé. Ils ont joué le jeu. Bon, tout le monde s'est mis d'accord parce que c'était évident, mais au moins ils ont bien accepté aussi de se dire dans la priorité, on se met tous les habitants élus, les élus sont des habitants aussi, et on se dit par quoi on commence, et au moins déjà, après il y a quelle forme ça va prendre, c'est une autre idée, mais au moins de choisir la question des priorités et de qu'est-ce qui fait d'avoir un choix commun. Merci, on va profiter des petits suppléments qu'on a obtenus là, de quelques minutes pour faire un échange avec la salle et continuer le dialogue. J'ai mis les mains qui se lever. Bonjour, Lionela Gallard, maire de Cheverny et vice-présidente de l'association des maires ruraux du Loir-et-Cher. D'abord, je tiens à vous dire, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a de la vie dans les villages à 98%, et les villages sont vivants, y compris dans les petites communes. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, surtout m'interroger, c'est par rapport à l'intervention que vous avez fait sur la rémunération des concepteurs. Vous avez parlé effectivement du pourcentage, je pense que c'est vraiment une piste très intéressante.
Et je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez expérimenté par rapport à cela, sur des chantiers que vous avez pu vivre. Et puis j'avais une troisième question, ça par contre c'est pour vous. Vous avez parlé au tout départ de l'absence de lien entre surcoût et bilan de l'opération, notamment dans la... J'aimerais que vous puissiez aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Le bilan de l'opération, il n'est pas lié qu'au poste de dépense, il est lié aussi au poste de recette. Et donc, en fonction notamment de la densité qu'on accepte, et de la nature des programmes qu'on accepte, on peut avoir un déficit d'opération qui varie énormément, quels que soient les coûts d'entrée de l'opération. Ce qui fait que notamment sur les opérations tests sur lesquelles moi j'ai travaillé dans le cadre de l'étude en question, dans une ville de grande couronne de région parisienne dans lesquelles on avait pourtant des surcoûts très importants, y compris des surcoûts de pollution, on avait un bilan qui était quasiment équilibré, puisqu'on avait un programme qui était relatif. Je caricature. On avait enfin, je caricature pas, c'est vrai, mais en l'occurrence, c'est un peu caricatural comme propos. On avait, je ne mens pas, on avait un programme qui était assez dense, avec une part de collectif. Alors, on avait quand même un bel espace vert, on avait quand même une part de collectif dans lequel on était en R+6, et on est dans le marché de l'Île-de-France, donc même si on était relativement loin de Paris, on était sur des prix de sortie et donc sur des charges foncières vendues aux promoteurs relativement élevées, ce qui permettait d'absorber les coûts. A l'inverse, on a travaillé sur un secteur en déprise dans lequel on avait essentiellement de la production de logement social sur des très petits bâtiments R+1, R+2, avec des coûts d'entrée qui étaient très importants et on avait un déficit d'opération très massif. Donc ça veut dire aussi que la question du ZAN, elle pose en creux la question du niveau de densité qu'on est prêt à accepter. Alors c'est pas la seule question que ça pose et c'est pas aussi binaire que ça. Et quand on parle de densité, on ne parle pas forcément de choses effrayantes ou de grands collectifs, on peut parler de programmes qui mixent plusieurs types de formes. Mais c'est vrai que les programmes qui refusent systématiquement toute forme de collectif et qui privilégient des formes très étales posent problème par rapport au surcoût de renouvellement urbain dans le modèle actuel avec le mode de comptabilité qui est celui des opérations d'aménagement aujourd'hui. Et sur la question de la rémunération, Léo, parce que j'ai encore deux questions au moins. Sur la rémunération, en fait, nous on est sur des projets qui sont avec on a des tout petits budgets, du coup bien en dessous des seuils des marchés publics. En général, c'est des communes qui viennent nous voir et du coup on écrit un contrat avec eux et nous ce qu'on leur vend c'est du temps. Et après on leur dit de provisionner des sous sur leur budget de fonctionnement, de mettre pour avoir quelques matériaux, pour avoir un peu de végétal, pour acheter un peu de bois si on n'en trouve pas sur la commune, des arbres à abattre et à scier sur place. Voilà, donc c'est souvent c'est comme ça. Donc nous ce qu'on vend c'est du temps. C'est une prestation, c'est un accompagnement en fait. Donc nous on est avec eux, on les accompagne pour arriver à voilà c'est une place, transformer une place. Voilà, cet accompagnement, c'est du temps de co-conception avec les habitants, avec les élus et les services techniques. Et après, c'est du temps de chantier. Donc nous, on est plus ou moins avec les services techniques. Donc des fois, on est avec eux, c'est-à-dire qu'on va accompagner sur des personnes de sciage, etc. On fait des plantations souvent avec les habitants et les services techniques. La fabrication, enfin tout dépend. Après, des fois, dans des communes, il y a une personne au service technique. Donc souvent, le relais, c'est souvent... la maire, le maire, c'est des élus qui viennent avec leurs outils, leurs tracteurs, voilà, des fois il y a des communes qui ont 6 personnes au service technique, et alors là, nous on ne fait même pas de chantier parce que c'est génial, mais ils sont très bien pourvus. Voilà, voilà, mais ce qu'on fait, nous on vend du temps. Oui, bonjour, Gaïa de l'école de la nature et du paysage, je suis étudiante en DEP2. En fait, en tant qu'étudiant, c'est un peu difficile souvent quand on nous donne des parkings, des zones d'activité, des zones industrielles, d'imaginer ce qui pourrait se passer parce qu'en parallèle, on a des cours d'ingénierie où on calcule les places de parking, les endroits où les voitures doivent reculer, etc. Donc, jusqu'à cet été, pour moi, c'était impossible de changer quoi que ce soit là-dedans parce que c'était tellement affirmé. Il y avait l'asphalte, le talus, la route, le sens de circulation. J'avais vraiment du mal. Cet été, je suis allée à Aurillac. Et ça a vraiment tout changé parce qu'en fait ça renvoie à plein d'autres imaginaires, ça autorise les gens à prendre l'espace, à valoriser l'asphalte pour faire couler des choses, faire des acrobaties, faire plein de choses. Et les talus aussi, ça devient des endroits où on s'assoit, des endroits où on se rencontre, on discute et c'est très chouette. Et en fait, je suis à la recherche d'autres inspirations comme ça qui permettent de arpenter à nouveau toutes ces zones où on ne va jamais, surtout en tant qu'étudiants qui n'ont pas de voiture.
de choses et les concepteurs et conceptrices qui sont là. Si vous avez d'autres inspirations, merci. Je vais avoir une question, un constat, mais ça rejoint aussi tout à l'heure, je vais écorner la formule, la ville du rêve, de la fête, etc. Enfin, on sent aussi qu'il y a une volonté aussi d'utiliser autrement les espaces et peut-être pas les planifier autant que les ont été pendant des années. Il y a une autre question, je crois, si je ne me trompe pas. Une courte question, parce que j'en parle d'autres questions. Oui, bonjour. Thomas, je suis un technicien dans une Comcom voisine. C'est une question un peu pratique. Est-ce que vous avez des billes pour dépolitiser un petit peu la question de la végétalisation des espaces publics, qui aujourd'hui est perçue assez... elle a un axe politique très fort qui la rend parfois répulsive. Alors on arrive à contrer un petit peu en parlant d'urbanisme favorable à la santé, parce que peu de monde n'est pas favorable à la santé. Mais ça ne durera peut-être pas indéfiniment. Voilà, c'était toutes ces questions-là en rapport avec ces aspects politiques. Prendre peut-être une deuxième question, comme ça sera des réponses groupées pour terminer dans les temps. Qui a levé la main et ici. Ça tombe bien, ce n'était pas une question, c'est juste pour dire que cette image est absolument formidable et pleine d'avenir. Là, vous avez déjà une fragmentation dans l'enrobé, avec quelques taches qui montrent que l'eau est en présence, donc on peut imaginer que le vent s'installe. Et ensuite, quand même, le but de cette journée, c'est peut-être d'atteindre des cimes, et on voit qu'elles sont dessinées avec des fanions comme sur les chemins de la Pinice. Merci. Sur la question de la aussi dépolitisation, je suis pas sûr que ça soit le terme, mais on va discuter. Moi, je suis pas sûre que ce soit un problème de politisation. Je reviens à l'intervention de ce matin. Cet imaginaire qu'une ville doit être propre. Et nous, on le vit, et je pense qu'on est beaucoup d'élus à le vivre, que ce soit dans des villages, des petites villes, ou une ville-centre. C'est que quand vous remettez, vous essayez de remettre de la nature en ville, alors après chacun, nous c'était l'opération à fleur de trottoir, mais qui avait été initiée par la municipalité précédente qui était de droite. Donc pour moi, c'est pas une question politique au sens, vous voyez, parti politique. C'est l'acceptabilité en fait. C'est-à-dire que nous, on se fait reprendre, on nous dit depuis que vous êtes arrivés, qu'est-ce que la ville est sale. Voilà. Et la ville est sale, c'est parce que il y a des herbes folles qui peuvent pousser sur les trottoirs, parce que les gens veulent des opérations à fleur de trottoir, mais après ils oublient des fois d'entretenir, et donc la végétation prend vraiment toute la place sur le trottoir, et donc il y a des conflits d'usage entre le piéton et la végétation devant la maison que le propriétaire n'a pas forcément limitée. Donc c'est ces questions du récit en fait, et de l'acceptabilité, de qu'est-ce qu'on accepte, et puis certains vont vous dire mais oui, mais le problème ça va être les abeilles, ça va être les frelons, voilà, c'est en fait tout ce retour à la question du récit, et comment on se reconnecte au vivant. Et ça, je pense que quelle que soit la taille des territoires, je pense qu'il y a des villages qui vivent exactement la même chose. Et je voulais m'expliquer si vous l'avez dit comme ça, la question c'est pas qu'il n'y a pas de ville dans les villages. La question c'est, en fait, il ne faut pas oublier que même dans les villages, les gens sont devenus, entre guillemets, des urbains, où ils ont la télé, où ils peuvent ne pas sortir, et qu'en plus, les lieux de sociabilité dans certains villages ont disparu. Quand vous n'avez plus de commerce, quand vous avez une église où il y a une fois par mois une messe, et puis que, voilà, les gens peuvent ne pas se rencontrer. Si vous n'avez pas des équipes municipales, elles se battent, hein, mais comme nous en ville en fait. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'opposer les choses. Alors, je pense qu'on est confronté à des échelles différentes. En fait, c'est une question d'échelle. Mais on est confronté aux mêmes problématiques. Que vous soyez une ville de 10 000 habitants ou une ville-centre comme Tours de 145 000 habitants. Simplement, dans une ville-centre avec 145 000 habitants,
c'est décuplé. La pauvreté dans une ville de 145 000 habitants, elle est décuplée. Voilà. Mais la confrontation est la même. Marie, tu voulais rajouter quelque chose sur la conception? Oui, justement sur cette question d'acceptabilité, on utilise beaucoup la conception très en aval des projets, en tout cas moi sur les territoires sur lesquels j'ai travaillé. On a souvent déjà bouclé le projet, bouclé le programme, ensuite on dessine. Là, dans l'étude qu'on a fait sur les ADAE, on a utilisé la conception très en amont pour montrer à voir des scénarios possibles. Ça a beaucoup déstabilisé certains de nos interlocuteurs qui avaient l'impression qu'on leur présentait des projets d'aménagement, alors qu'on leur présentait des possibilités, toutes les réserves que ça veut dire. Et ça a aussi extrêmement bien fonctionné, c'est-à-dire qu'en quelques jours, et c'est vraiment des toutes petites missions, en quelques jours de conception utilisée très en amont, on a donné à voir des possibilités et on a des collectivités qui voulaient ouvrir des nouvelles zones d'activité, qui ont été convaincues qu'il y avait un autre chemin possible. Donc c'est un message d'espoir pour les futurs concepteurs aussi qui sont dans cette salle. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser le dessin beaucoup plus en amont pour justement ouvrir avec des imaginaires et des perspectives de faire totalement différentes par rapport à simplement un périmètre bien arrêté avec un programme sur lequel on passe en conception. C'est le mot de la fin. On a pas tenu les délais. Merci à toutes et tous de votre écoute et de participation. Patrick pour l'animation. Alors moi, si vous voulez bien laisser assis juste deux petites secondes, j'ai quelques petites annonces à faire tout à fait pratiques, donc pour le programme de ce midi notamment. Donc on peut se retrouver dans une petite dizaine de minutes dans le hall de l'école en face pour le vernissage des 3 expositions qui sont présentées ce midi et toute la journée. Il y aura notamment une prise de parole des 3 commissaires d'exposition. Alors d'une part, Lolita et Olivier Gaudin, les 2 enseignants-chercheurs de l'école du paysage, qui seront là pour présenter l'exposition des étudiants qui s'appelle Le Voyage métropolitain, une école à ciel ouvert, et dont vous retrouvez les œuvres sur les murs des couloirs de l'école. Ensuite, on a aussi Bruno Marmiroli, le directeur de la mission Val-de-Loire, qui présentera l'exposition du Parlement de Loire, qui là est installée en extérieur dans la cour. Et enfin, Léa Bosconi, architecte et présidente de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France et Antigoni, du haut de l'agence d'architecte Boni Mosconi, nous en dirons plus aussi sur l'exposition Paris Animal, qui est visible dans le hall de l'école. Quelques petits rappels pour terminer, je sais que vous êtes impatients d'y aller. Vous pouvez faire bien sûr un tour au stand des partenaires de la Biennale, la Banque des Territoires, le Crédit Mutuel, la librairie L'Abbé. Et à ce propos, il vous sera possible de faire dédicacer les ouvrages des auteurs et autrices intervenants et intervenantes à la Biennale, dont Patrick Henry d'ailleurs, et Valérie Jousseau que vous avez entendu tout à l'heure, dédicace tout à l'heure. Oui. Et je vous laisse profiter des animations du déjeuner. Vous allez voir les food trucks qui sont dans la cour. On se retrouve à 14h tapante ici même pour un échange sur la sobriété foncière. Et dernière annonce, objet trouvé, quelqu'un a fait tomber des clés de voiture Peugeot quelque part au milieu de la salle. Donc la personne... Ah voilà, c'est bon, très bien. Donc je l'ai retrouvé.